Tout à fait, Vincent. Je suis dans le parc du château, perché à près de 500 mètres d'altitude avec une vue imprenable sur toute la vallée de la Bave. Regardez comme c'est beau, comme c'est verdoyant, comme c'est apaisant. Ce château, dont les origines remontent au Xe siècle, a été classé monument historique en 1889. Et je vais retrouver Élodie pour en savoir un peu plus. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, ce qui attire le regard vraiment de très très loin quand on arrive vers ce château, ce sont ces deux tours qui sont un peu l'image d'Épinal du château. Oui, deux tours qui contrastent un peu avec l'image que l'on a d'habitude des châteaux forts avec le donjon et le logis. Ici, deux tours, mais qui sont de deux périodes différentes et qui ont deux fonctions différentes. Donc une tour romane et une tour gothique un peu plus récente. Alors, la tour romane qui est juste derrière nous date du XIIIe siècle. Quelles sont ses caractéristiques architecturales? Alors c'est une tour assez austère avec des espaces très exigus, des murs très épais de plus de 2 mètres de large. Elle n'a pas d'ouverture, elle n'a pas de fenêtre, elle n'a pas d'équipement de confort. Donc c'est une tour qui n'est ni résidentielle, ni défensive. Et c'est une tour très caractéristique de cette région et de cette époque. C'est une tour féodale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une tour féodale? C'est tout un symbole, c'est un système politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, ce sont des chevaliers qui règnent sur le territoire et au-dessus d'eux, leur patron, c'est un seigneur. Et du coup, pour symboliser la présence du seigneur sur le territoire, eh bien, on bâtit une tour. L'autre tour, celle du 14e, est différente. Quelle est sa fonction? Alors l'autre tour, qui est une tour gothique construite donc par un autre seigneur d'une autre famille, elle a, elle, par contre, des espaces un peu plus spacieux. Elle a surtout des équipements de confort, cheminée, latrines et de beaux éléments tels que des voûtes à croisée d'ogives qui font son style gothique. Et donc cette tour, c'est une tour d'apparat, une tour ostentatoire. Donc c'est là où on montre qu'on a de l'argent, qu'on est puissant, c'est là où on reçoit. Et ce qui est intéressant aussi avec ce château, c'est qu'on a cette pierre rouge qui est typique de la région. Vous me disiez tout à l'heure en off que vous aimiez beaucoup ce château. Dites-moi pourquoi. Alors parce qu'on a, à la fois cette position dominante qui fait qu'on a une vue imprenable, sur toute la région qui dépendait de ce château, et puis en même temps on se sent dans un écrin, dans un espace très préservé, modifié au fur et à mesure des siècles et qui conserve un condensé d'histoire et d'art sur le même site. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu au bout du monde et c'est très apaisant. Et ce que vous pouvez aussi découvrir en venant visiter ce château, c'est cette tour du 14e qui a été restaurée. À l'intérieur, on a installé des expositions temporaires avec des artistes sublimes qui sont sélectionnés par les personnes qui travaillent au château. Moi, ce que je vous propose, Élodie, c'est qu'on continue à se balader. Puis vous, retrouvez-nous tout à l'heure pour une visite des intérieurs. Tout à fait, Vincent. Je suis dans l'antre, dans l'intimité de ce grand artiste du XXe siècle. Jean Lurçat était contemporain de Matisse, de Picasso. C'était un artiste global, à la fois peintre, poète, céramiste, tapissier. Il s'installe ici en 1945, à la fois pour vivre, mais aussi pour travailler. Il est entouré de ses assistants, de ses apprentis. Là, on a un objet très émouvant, c'est une échelle de peintre qu'il appelait les monstres. Et un petit peu partout, sur les portes, sur les murs, il y a la trace du passage de l'URSA. Juste là, on est dans l'atelier et sur tous les murs, il a installé ces planches de contreplaqué où il pouvait fixer les feuilles de conson pour pouvoir dessiner. Nous entrons dans la salle à manger pour retrouver Béatrice et en savoir un petit peu plus. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors nous sommes ici dans la salle à manger de Jean Lurçat et cette pièce est restée totalement dans son jus. Tout à fait. C'était un lieu de vie avec ses invités, ses élèves. Il partageait tous les lieux de vie en fait avec tous ceux qui l'entouraient ici. Donc C'était un homme de la convivialité, un homme du partage. Il s'installe ici après la guerre qui l'a profondément marqué, et il vient chercher la paix. oui, et il la trouve, hein. Et il la trouve dans ce lieu qui va investir dans les moindres recoins de son art et de son cœur, je dirais. Et c'est un lieu qui lui correspond bien. Alors justement, dans chacune des pièces, et plus particulièrement ici, que ce soit dans les rideaux, les coussins, sur la charpente, il dessine partout. Oui, tout à fait. Même le baromètre, la pendule, tout est customisé. Il touche à tout. Ce qui est intéressant, c'est que le visiteur peut aussi découvrir une collection de tapisseries assez rares et qui représente un peu des œuvres majeures de l'artiste. Voilà, on trouve beaucoup de tapisseries de guerre qui sont très intéressantes parce qu'elles sont porteuses de messages de paix et de résistance et de victoire et de foi en l'homme. Donc, c'est toujours intéressant à découvrir dans ce lieu. Alors justement, Jean Lurçat, qui a été assez traumatisé par les deux guerres, est surtout un homme qui véhicule un message plutôt
d'espoir? Quel est ce message qu'on vient découvrir ici et que vous participez à pérenniser? Donc son message, c'est d'abord la foi en l'homme, que l'homme est assez intelligent pour résister. Et sa phrase, c'est un verbe qu'il avait inventé, c'était cordialisez-vous, qui veut dire aller vers l'autre, souriez, partagez, et c'est encore vraiment d'actualité. Oh là là, j'ai envie de vous dire, cordialisons-nous, allons vers les autres, sourions à la vie. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors là, nous avons une tapisserie de Jean Lursac qui s'appelle La nuit s'ouvre. Alors encore une fois, hein, on a cette lumière dans l'obscurité et on retrouve une chouette qui fait partie du bestiaire. Alors Jean Lursac peignait beaucoup d'animaux, entre des animaux chimériques, un peu imaginaires et réels. Et la chouette fait partie de ces animaux-là. Et celle-ci représente Athéna, représente la sagesse. Donc je vous invite vraiment à venir visiter ce lieu parce que on entre encore une fois dans l'intimité de l'artiste et puis on repart avec un petit bout de son message qui est un message très très joli de partage et de bienveillance.